Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, amis de Top Santé, bienvenue dans votre émission. Merci de nous suivre en FM sur Top Congo et sur YouTube. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre la drogue en RDC. Comment se présente la situation et quelles sont les stratégies à mettre en place pour combattre ce fléau? Nous avons donc reçu dans ce studio un invité, c'est Monsieur Dandy Yela. Il est directeur pays de la Fédération mondiale de lutte contre la drogue. Avec lui, avec notre invité, nous allons donc revenir sur toutes ces questions. Monsieur Dandy, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Peggy. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Très bien, merci. Alors, parlez-nous un peu de la Fédération mondiale de lutte contre la drogue. Qui êtes-vous concrètement? D'emblée, je voudrais d'abord dire merci à Top Congo pour l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui de parler de cette thématique qui nous tient à cœur. Effectivement, nous sommes la Fédération mondiale de lutte contre la drogue, mais plus connue en anglais comme World Federation Against Drugs. Et de là, nous tirons notre acronyme WFAD. Donc, quand vous entendez parler de WFAD, il s'agit de la Fédération mondiale contre la drogue, mais qui provient de l'anglais World Federation Against Drugs. Qui sommes-nous? Nous sommes une organisation internationale de la société civile qui a été créée en 2009 en Suède. C'est parti, en fait, d'un groupe d'ONG au niveau de la Suède et qui s'est rendu compte qu'en fait, la problématique de la drogue n'était pas véritablement adressée par les pays, les gouvernements, les institutions. Alors, ce groupe d'ONG a voulu créer une dynamique et c'est de là qu'est partie l'idée de créer la WFAD. Et c'est depuis 2009 que nous existons en Suède, là où se trouve le siège international. C'est une organisation qui regroupe en son sein plus de 365 organisations membres et présente dans plus de 60 pays, actuellement présent précisément dans 63 pays, y compris la République démocratique du Congo, qui est un bureau national, et j'en suis le directeur pays. Et notre travail, en fait, consiste à militer pour un monde sans drogue. La mission que nous nous sommes assignés est celle de travailler avec les institutions, les gouvernements, mais aussi la société civile et les individus pour qu'ensemble, nous puissions adresser cette problématique qui est la consommation des drogues et autres substances psychotropes en renforçant ce qu'on appelle la prévention et aussi en donnant accès au traitement et en militant également pour le rétablissement. Parce que nous considérons que les personnes qui consomment les drogues ont besoin d'assistance. Plutôt que d'être considérées comme des criminels, c'est plutôt des personnes à considérer comme des patients à traiter. C'est ça notre vision. Parce que jusque-là, quand on parle de ceux qui consomment les drogues, d'emblée, les gens voient en ces gens des personnes qui sont contre la loi, contre la société et qui consomment des substances interdites. Et pourtant, quand vous suivez leur parcours, il se dégage que ces personnes souffrent parce que ces substances qui sont consommées ont malheureusement des conséquences fâcheuses dans leur vie. Et nous considérons pour nous qu'au lieu de mettre en avant la répression, qui à un certain moment est obligatoire parce qu'il faut bien lutter contre tous ces réseaux de trafic de drogue, mais nous considérons que ces personnes, surtout celles qui souffrent de ce qu'on appelle l'addiction ou la dépendance des substances psychotropes, donc comme les drogues, ont droit en fait à de l'assistance comme des patients, et c'est comme ça que nous militons véritablement pour une véritable politique de prévention au niveau des pays où nous sommes présents. D'accord, Monsieur Dandy, la drogue très consommée en RDC peut être considérée comme un problème de santé publique. Dans quelles mesures ou bien comment intervient la fédération? Je voudrais même apporter une correction parce que je pense qu'aujourd'hui, pour nous, à notre humble avis, ce n'est pas encore considéré comme un problème de santé publique. Parce qu'au regard de ce qui se passe, même les lois de la République
Jusque-là, on a comme l'impression que ce qu'on appelle communément les toxicomanies, parce qu'il y a plusieurs toxicomanies, est plutôt vu sous l'angle de la justice pénale plutôt que d'un problème de santé publique. Et d'ailleurs, nous profitons de cette occasion pour vraiment tirer une sonnette d'alarme pour qu'il y ait ce que je pourrais appeler, de la part de nos autorités, ces efforts pour que la thématique de la consommation des drogues devienne véritablement un problème de santé publique pour mettre en place des véritables politiques appropriées, comme dans d'autres pays. Parce que quand on regarde ce qui se passe, c'est que, comme vous venez de le dire, la consommation des drogues est réelle. Est-ce que vous avez des chiffres? La situation en RDC? Il faut dire la vérité qu'aujourd'hui, le pays souffre d'un problème. Il n'y a pas de statistiques. On a quelques chiffres qui sont plutôt les résultats de ce que je pourrais appeler des mini-enquêtes, des petites études que nous avons essayé de mener, mais aussi des résultats des projets que nous et nos partenaires essayons de mettre en œuvre, mais aussi quelques chiffres qui nous proviennent du Programme national de lutte contre les toxicomanies. Mais de manière globale, à travers le pays, il n'existe pas de données véridiques, fiables, parce que il n'y a pas les moyens qui ont été mis à disposition au niveau du programme national, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, pour véritablement collecter des données qui nous permettent d'avoir un état des lieux complet de la situation. Donc, à ce jour, nous pouvons dire que cet état des lieux n'existe pas. Et nous, WFAD, justement, nous sommes venus pour qu'ensemble, avec les autorités du pays, avec les institutions, mais aussi tous les acteurs, pour voir comment est-ce qu'ensemble nous pouvons emmener la RDC à travailler dans le sens à obtenir des vraies données. Parce qu'on ne peut pas mener une lutte sans statistiques. Parce que sans statistiques, on ne sait pas c'est quoi, quel type de drogue est consommé en RDC, par qui, où, comment sont organisés les réseaux, qui sont derrière ces réseaux. Tout ça doit faire partie disons, de cet état de lieu ou de cette étude. D'ailleurs, je vous informe qu'avec le PNLCT, nous sommes en train de travailler ensemble pour trouver les moyens afin de mener une étude au niveau national. Nous avons essayé au niveau de Kinshasa d'entamer ce que nous avons appelé une pré-étude au niveau de 5 communes grâce à des fonds suédois. Mais maintenant, nous sommes en quête des moyens pour pouvoir le faire au niveau national afin d'obtenir, comme vous le dites, des chiffres, des données à travers toute la République qui nous permettront de bien mener cette lutte. Mais vous avez quand même une idée des communes, des quartiers qui consomment beaucoup plus de la drogue? À Kinshasa, oui. Et dans quelques coins de la République. À Kinshasa, par exemple, oui, parce que grâce au projet que nous mettons en œuvre, nous et nos partenaires, nous avons quelques chiffres. Je vous dis par exemple que la commune de Kinshasa, comme vous savez, à l'époque, il y avait le grand marché qui était encore, où s'agglutinaient tous ces Chegué, ces Kuluna, les communes comme Barumbu, les communes comme Makala, Ngapa. Nous avons quelques chiffres, effectivement, grâce à nos partenaires, grâce au PNLCT, et nous avons quelques chiffres qui nous donnent un peu les tendances au niveau de quelques communes. Mais jusque-là, c'était vraiment très limité. Donc, il est difficile d'extrapoler sur une ville de 24 communes. Les chiffres de 5 communes, on ne peut pas extrapoler, mais du moins, ça nous donne quand même les tendances pour savoir quel type de drogue. De manière générale, c'est le chanvre, qu'on connaît sous le nom de cannabis, qui est consommé. Mais à côté du chanvre, il y a également plusieurs autres, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler, plusieurs autres substances qui sont consommées par les jeunes. Et quand vous dites les jeunes, c'est beaucoup plus quelle tranche d'âge? Aujourd'hui, dans ce que nous avons comme informations et données, ça part de 15-16 ans jusqu'à 30-35 ans. C'est cette tranche d'âge-là. Et ça vient d'être confirmé par le rapport de l'ONUDC sur la consommation des drogues dans le monde. C'est pratiquement la même tranche d'âge à travers le monde où les jeunes font leurs premières expériences vers 14-15 ans et c'est autour de 30-35 ans jusqu'à 35 ans que vraiment ils entrent là-dedans et il y a beaucoup qui sont... Ils y entrent et ils y restent. Ah, c'est ça le problème avec les drogues justement, Madame Peggy, parce que ce qui est malheureux avec les drogues, c'est que vous consommez et vous commencez volontairement, mais quand il faut arrêter, votre volonté ne suffit plus. Parce que vous entrez dans cette phase qu'on appelle l'addiction ou la dépendance. Et c'est ça le problème avec les drogues. C'est-à-dire,
Quand vous commencez, vous avez comme l'impression que vous avez la maîtrise. Mais une fois que votre organisme est habitué, est accoutumé à ces substances... Il commence à réclamer. Voilà, commence à réclamer. Vous entrez dans ce qu'on appelle la dépendance ou l'addiction. Et ça emmène à ce qu'on appelle des conduites addictives. C'est là où, effectivement, on veut... Et c'est pourquoi j'ai parlé de considérer ces personnes comme des patients. Parce qu'à un certain moment, leur volonté ne suffit plus. Parce qu'ils peuvent vouloir arrêter, mais l'organisme refuse. Parce qu'ils sont entrés dans ce qu'on appelle la phase d'addiction. Donc là, ça devient un traitement qu'il faut donner à ces gens. Voilà pourquoi nous, WFAD et nos partenaires, nous disons il faudrait vraiment que nous essayions de sortir de cette approche répressive pour plutôt considérer l'approche problème de santé publique et mettre en place tous les mécanismes sans pour autant balayer la répression. Parce qu'à un certain degré, il faudrait qu'il y ait la répression pour arrêter non seulement la consommation, mais surtout le trafic. Parce que quand il n'y a pas d'offre, donc il ne pourra pas y avoir des gens qui en consomment. Mais il y a quand même des drogues licites, il y a aussi des drogues illicites. Voilà. Là aussi, il faut éclairer. De manière générale, on parle de drogue. Mais en fait, dans la science, on parle plutôt des substances psychotropes. C'est-à-dire, les substances psychotropes, c'est des substances naturelles ou chimiques qui, en fait, une fois consommées, perturbe en fait le fonctionnement du système mental, voire même de l'organisme par la suite. Alors là-dedans, effectivement, nous avons les drogues. Alors les drogues, il y en a aussi de différents types. Il y a ce qu'on appelle des hallucinogènes, des stimulants, des dépresseurs. Mais à côté des drogues, effectivement, dans le cadre toujours des substances psychotropes, vous avez des substances illicites comme l'alcool, comme le tabac. Dans le tabac, il y a la nicotine. La nicotine crée de la dépendance et il y a de la toxicité. Dans l'alcool, qui fait partie de ce qu'on appelle des psychotropes qui, en fait, provoquent, je pourrais dire, des hallucinations, parce que quand quelqu'un prend trop d'alcool, son corps s'habitue à un certain moment, même le mental et le fonctionnement du corps est affecté. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? L'alcool et le tabac sont considérés comme licites, parce que tout est régulé. Mais cela n'enlève en rien les conséquences fâcheuses sur le corps. Donc, bien que licite, mais les conséquences de la consommation du tabac et de la consommation de l'alcool demeurent. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir dit que c'est licite, ça occulte les effets négatifs sur le corps humain. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les drogues illicites, effectivement, comme on connaît tous le chanvre, qu'on appelle le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, les opioïdes, les opiacés et autres. Ce sont des drogues illicites, effectivement, parce que ce sont ce qu'on appelle des drogues dures, pour la plupart, qui ont des effets très néfastes sur le corps humain. Alors, dans plusieurs pays, on est en train de parler de la légalisation des drogues comme le cannabis, parce qu'on considère que c'est une drogue soft, comme on dit en anglais. Mais pourtant, les scientifiques, aujourd'hui, confirment que la consommation du cannabis dans la durée a finalement des effets tout aussi néfastes que les drogues dures. Mais sous d'autres cieux, on l'utilise maintenant à des fins thérapeutiques ? Exactement. En fait, d'ailleurs, je voudrais préciser là-dessus, madame. Effectivement, quand vous prenez certaines drogues, elles sont utilisées à des fins thérapeutiques. Je vous donne le cas de la morphine. Quand on donne de la morphine à un patient qui est à l'hôpital parce qu'il souffre, c'est licite, c'est normal. Parce qu'en fait, c'est une substance qui peut aider à atténuer la douleur. Consommer dans ce sens-là, dans un cadre thérapeutique ou dans le cadre de la recherche, là, nous sommes d'accord. Que ce soit les différentes drogues, si c'est consommé ou utilisé dans un cadre de recherche scientifique ou dans un cadre thérapeutique, là ne se pose pas le problème. Le problème se pose quand ces substances sont consommées de manière illicite. Parce que quand elles sont consommées de manière illicite, il n'y a plus de contrôle. Et quand il n'y a plus de contrôle, malheureusement, ça entraîne tout ce que ça entraîne. Et c'est là tout le danger que ça représente pour les consommateurs. Alors, M. Dondi, la Fédération a été au cœur d'un projet d'analyse de la drogue appelé Bombay. Alors, qu'a-t-on découvert et quelles en sont les implications ? Merci pour cette question. Avant même de parler de Bombay, je disais tout à l'heure que les drogues, il y en a de tout type. Oui. D'abord, les drogues, en fait, on les catégorise en deux. Il y a ce qu'on appelle les drogues
d'origine naturelle, c'est-à-dire des plantes. Quand vous prenez par exemple la cocaïne, qui provient de la plante qu'on appelle coca, donc ça c'est, ou le chanvre, c'est planté dans la nature. Mais il y a aussi des drogues qu'on appelle des drogues de synthèse. Et c'est là où en fait se pose le grand problème. Parce que les plantations de coca, de pavot et autres, on peut facilement les distinguer, on peut facilement les identifier pour voir comment encadrer, si c'est dans le cadre thérapeutique ou de recherche scientifique, ou mener la répression si c'est dans le cadre illicite. Mais maintenant, les drogues de synthèse, il y en a tellement. Il y en a tellement qu'aujourd'hui, les scientifiques parlent de milliers de drogues de synthèse. Et ces drogues de synthèse sont fabriquées soit en laboratoire, soit de manière artisanale. Et Bombay entre dans le cadre de drogues de synthèse fabriquées de manière artisanale. Le danger maintenant, c'est quoi? C'est que ces fabricants eux-mêmes ne connaissent pas véritablement les risques encourus en consommant ces substances-là. Et Bombay, aujourd'hui, nous avons découvert, par exemple, l'échantillon qui a été envoyé en Belgique, parce que c'est passé par le Programme national de lutte contre les toxicomanies. L'université de Lubumbashi était impliquée également au département de toxicologie, et ça a été envoyé à KU Leuven en Belgique, parce qu'on voulait s'assurer de la composition véritable de cette substance qu'on appelle Bombay. Alors, les résultats nous sont parvenus il y a quelques semaines. Là-dedans, nous étions stupéfaits. Nous nous attendions à voir, parce que d'après les informations que nous avons recueillies, Bombay provient de la poudre tirée des catalyseurs de véhicules. Or, dans les catalyseurs de véhicules, il y a ce qu'on appelle des métaux lourds, comme le palladium. Mais bizarrement, dans l'analyse qui a été faite au niveau du laboratoire, on n'a pas trouvé ces métaux lourds, mais qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé de l'héroïne dedans. On a trouvé de la cocaïne dedans. Donc c'est un mélange. Justement, c'est ça le problème de Bombay. Donc Bombay, en fait, c'est un mélange de différentes substances qui sont mises ensemble. Or, déjà, quand vous prenez la poudre qui provient des catalyseurs, comme je venais de dire, les métaux lourds sont cancérigènes. Alors, quand vous prenez maintenant d'autres drogues, les drogues fortes comme cocaïne, comme héroïne, vous les mélangez. Et ils mettent là-dedans aussi de la vitamine comme Nutriline. Il y en a qui disent donc c'est ce qui donne l'effet d'endormissement. D'endormissement, voilà. Il y en a qui disent qu'ils ajoutent du tabac. Donc là-dedans, on a découvert qu'en fait, il y a 5-6 composantes. Et c'est là maintenant qu'on commence à comprendre en fait les effets. Parce que, comme je vous disais, les drogues, il y a des hallucinogènes, des stimulants, il y a des dépresseurs. Mais eux, ils mettent tout ensemble. C'est-à-dire, dans ce qu'ils mettent là, il y a des hallucinogènes, il y a des dépresseurs. Oh, par exemple, les dépresseurs provoquent ce qu'on appelle des engourdissements. Donc, c'est comme ça que vous voyez que ceux qui en prennent, ils ne peuvent plus marcher, ils s'endorment, parce qu'il y en a même qui mettent du diazépam dedans. Donc, on se retrouve dans une situation où la personne vous a pris en même temps hallucinogène, stimulant, dépresseur, le tout mélangé. Qu'est-ce que ça provoque dans le corps? Le professeur Ndelo a essayé un peu d'analyser tout ça, et on a eu l'occasion, quand on a organisé la conférence de presse, pour nous expliquer un peu le danger qu'il y a dans ça, parce que notre crainte aujourd'hui, c'est que le phénomène a été découvert, mais en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ils en consomment depuis l'année passée. Et pourtant, les informations que nous avons, les jeunes, surtout les jeunes, en consomment depuis. Maintenant, quelles sont les conséquences? Là, maintenant, avant même d'arriver aux conséquences, le phénomène a été découvert, a été décrié, et puis on n'en parle plus. Voilà encore là le problème. Et le phénomène a été découvert grâce aux réseaux sociaux. Et pourtant, c'est des pratiques que ces jeunes gens, surtout les Kuluna et les Shege, ont toujours eu depuis des années. Parce que nous avons essayé d'aller sur terrain pour voir. D'ailleurs, Madame Peggy, je vais vous étonner. On vient de découvrir avec le PNLCT qu'il n'existe pas qu'une seule sorte de Bombay. D'après le PNLCT, pour le moment, ils sont en train de collecter les différents échantillons, des informations à l'heure actuelle que nous avons. On parle de 6 à 7 types de Bombay, parce qu'on n'a envoyé qu'un seul échantillon en Belgique. Donc nous sommes en train maintenant avec le PNLCT de travailler pour collecter les autres échantillons. En fait, on a remarqué que Bombay, la composition de Bombay dépend du milieu.
Ah bon. Donc chaque milieu essaie de mettre sa touche. De mettre sa touche. Donc, ceux de Kitambo ont peut-être mis un peu de cocaïne, un peu d'héroïne, un peu de diazépam ou nutriline. Si vous descendez peut-être à Barumbu, à Kinshasa, ils vont vous dire, bon, nous, on mélange peut-être avec du tabac ou je ne sais quel autre. Alors, le PNLCT maintenant a mis au fait des équipes sur terrain. Ils sont en train de collecter pour voir dans ces différents coins de Kinshasa quelles sont ces différentes sortes de bombées, parce que ce n'est qu'à la fin qu'on pourra véritablement dire, voilà, on a réussi à identifier autant de sortes de bombées et chaque bombée est composée de tels éléments, et à la fin, maintenant, les scientifiques vont nous éclairer pour dire, en consommant ces substances, qu'est-ce que ça peut provoquer, au-delà de ce que nous voyons maintenant, c'est-à-dire les somnolences, les sommeils qui n'en finissent pas. Mais après, on a essayé de vérifier, il y a même des cas de morts qui sont reportés à ce jour, parce qu'il y en a qui ont consommé tellement. On nous parle même de certains qui ont perdu la vie. Donc, il y en a qui souffrent de tachycardie, donc de battements de cœur. Il y en a qui font des frissons quand vous les voyez parce après avoir consommé. Il y en a qui font de l'hypertension en consommant toutes ces choses. Or, vous le savez, quand on est jeune, on commence à développer ce genre de pathologie. Ça a des répercussions sur la santé. Donc, ça peut emmener à écourter la vie de ces personnes. Parce que quand on commence très tôt, l'hypertension, les tachycardies et autres, c'est on meurt aussi très tôt. On meurt très tôt, et malheureusement, c'est ça. Mais, M. Dondi, les sites sont identifiés. Les réseaux, vous connaissez le réseau. Qu'est-ce que vous faites? Bon, vous savez, nous sommes de la société civile. Notre rôle, c'est d'alerter, de faire des plaidoyers et d'interpeller surtout les autorités. Maintenant, c'est à l'État de jouer son rôle régalien, parce qu'effectivement, la police s'y était mise, et nous nous en félicitons, et nous espérons que ce travail va continuer. Mais nous avons comme l'impression que, madame, depuis la dernière fois qu'on a parlé de Bombay, c'est comme si tout s'est arrêté, justement, que la vie a repris normalement. Et pourtant, nous sommes sur terrain, nous travaillons dans le cadre de la lutte, nous voyons ces substances continuent à être vendues et consommées. Et je profite même de l'occasion ici, c'est-à-dire qui m'est offerte par Top Congo, pour dire aux autorités de la police, pour dire au ministre de l'Intérieur et à toute la police que cette traque doit continuer. Parce que ces réseaux continuent à offrir non seulement Bombay, mais les autres drogues. Parce que nous, ce qui nous a surtout interpellés, quand on a vu que dans l'échantillon qui a été analysé, on y a trouvé un peu d'héroïne, un peu de cocaïne. Or, ces drogues coûtent cher. Dans une ville comme Kinshasa, la question se posait, qui les fournit? D'où proviennent-ils? Ça, donc, même au niveau de l'importation? Justement, parce qu'on considère que c'est des drogues qui ne sont pas produites ici, donc sûrement ça provient d'ailleurs. Et c'est là, effectivement, tous les services sont interpellés, y compris, la DGM et autres, l'OFIDA, la DGDA, pour voir au niveau des frontières d'où proviennent, parce que ça vient de quelque part. Alors, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les routes des drogues. Vous savez, à l'époque, les drogues quittaient l'Amérique latine pour aller vers les États-Unis et aussi vers l'Europe. Mais ils ont fini par comprendre que ces routes ont été, découvertes, et qu'il y a tellement des mesures qui ont été prises pour empêcher, la commercialisation, le trafic illicite. Ils passent maintenant par l'Afrique. L'Afrique est devenue en fait une plaque tournante, une plaque de, ce que je pourrais appeler un lieu de transit. Donc ça passe par l'Afrique pour remonter vers l'Occident et aller vers l'Asie. Donc là, il y a des enquêtes qui ont été menées qui démontrent qu'effectivement, l'Afrique devient de plus en plus partie prenante du trafic illicite, parce que ça devient un lieu de transit. Nous sommes un grand pays, 9 pays voisins, vous imaginez. Plus ce trafic augmente, donc il y a plus de risques que notre pays soit utilisé comme un lieu de transit par excellence. Donc là, nous tirons encore la sonnette d'alarme pour dire aux autorités, ouvrons l'œil, et le bon, bien évidemment. Oui, mais lorsque vous faites vos descentes sur le terrain, toutes les informations que vous essayez de prendre sur le terrain, les regroupements, est-ce que vous les soumettez aussi aux autorités? Justement, nous travaillons aujourd'hui avec les autorités. Nous, par exemple, nous travaillons avec le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre les toxicomanies, qui a pour rôle, effectivement, d'aider l'exécutif national à mener la lutte contre
la consommation des stupéfiants. Donc, ce que nous faisons comme effort, c'est que chaque fois que nous avons des éléments, nous mettons à la disposition du Programme national de lutte contre les toxicomanies qui centralise. Et aussi, nous avons des contacts avec les différentes autorités, par exemple la police, où nous discutons, nous échangeons lors des forums pour partager les informations que nous avons. Et ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons, nous, en tant que société civile, mettre à la disposition des autorités les informations que nous avons. Maintenant, la suite, c'est aux autorités de mener la lutte comme cela se doit, comme la loi le requiert. Et sur le plan juridique, les instruments juridiques par rapport à la consommation de la drogue? Là encore, il y a un problème. Désolé de le dire comme ça. Malheureusement, en fait, la RDC est en train, en fait, quand on regarde les autres pays. Quand, non seulement les pays développés, mais aussi les pays africains. Plusieurs pays sont très avancés. Je prends le cas du Kenya, qui a carrément mis en place un office qu'on appelle le NACADA, qui a pour rôle, en fait, de réguler cette lutte. Parce qu'on considère qu'au niveau de l'exécutif et du législatif, une fois que les lois ont été votées, promulguées, il y a un travail qui doit se faire par un service technique. Pour l'instant, nous n'avons qu'un programme, ce qu'on appelle le Programme national de lutte contre les toxicomanies, qui malheureusement manque de ressources. Mais pour revenir à votre question... manque de ressources, c'est-à-dire pas de personnel ou pas... Non, en fait, les ressources, je parle plus financement. de ressources financières, parce que nous échangeons très souvent avec eux. Le Programme national de lutte contre les toxicomanies souffre d'un problème parce qu'ils n'ont pas assez de moyens financiers pour mener à bien cette lutte. Bon, nous, en tant qu'ONG, nous essayons d'apporter notre aide, mais nous n'avons pas les moyens de l'État. C'est là où nous demandons à l'exécutif de mettre un peu plus de moyens pour le PNLCT. Donc ça, c'est le ministère de la Santé. Mais en ce qui concerne la loi, justement, au niveau de la RDC, la loi actuelle se limite en fait à ce que je pourrais appeler cette approche de justice pénale où on regarde plus la répression, mais la loi ne parle que du chanvre, dont le cannabis. Et pourtant, Alors les qu'il drogues, il y en a de beaucoup. toxiques. Donc vous voyez combien nous sommes en retard. Alors qu'ailleurs, ils ont actualisé les tests. Pourquoi? Au niveau de l'ONUDC, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire le Bureau des Nations Unies qui s'occupe de la lutte contre la drogue et la criminalité, ils aident les gouvernements à mettre en place des politiques nationales. Mais il se constate malheureusement pour nous que jusque-là, nous n'avons pas encore actualisé nos textes légaux. Le dernier texte en discussion, c'est au niveau du Sénat, je pense. C'était lors de la session parlementaire qui vient de se passer. Le sénateur Lilongo, je pense, qui a fait une proposition et qui est en discussion. Mais encore que cette loi est plus une loi qui renforce la répression, même si elle va s'étendre aux autres drogues en Alors dehors du que, chanvre. selon l'idée de la fédération, ce sont des malades Voilà. qui doivent être pris en charge. Voilà. Donc la loi ne doit pas seulement prendre en compte la répression. Il y a la prévention, il y a le traitement. Tout cela doit faire partie de la politique nationale. Donc c'est pourquoi il est plus qu'urgent que, disons, que nous mettions ensemble nos idées, c'est-à-dire nous en tant que société civile, les autorités. Quand je parle des autorités, je vois les législateurs que sont les parlementaires, le Sénat, tout comme les députés, les sénateurs, tout comme les députés, mais aussi au niveau de l'exécutif provincial, national. Il faudrait maintenant qu'on arrive à créer une synergie pour qu'ensemble, nous réfléchissions comment la RDC peut actualiser ses textes pour se mettre au diapason des autres pays. Parce que si nous continuons tel que nous continuons, nous allons mener une lutte, mais qui juridiquement n'a pas de soubassement. Et c'est là tout le drame et tout le danger, parce que sans ce soubassement juridique, la lutte ne peut pas être bien menée. Parce que même si on met la main sur telle ou telle autre personne ou telle autre substance, mais si au niveau légal, il n'existe pas de texte, sur quelle base vous allez les condamner? Oui, mais comment arriver à un monde sans drogue si au niveau du pays, tous ces instruments juridiques-là n'existent pas, si le programme, le PNLCD n'a pas les moyens de sa politique, comment arriver à un pays, à une République démocratique du Congo sans drogue? Bon, nous pensons qu'il y a déjà une dynamique qui est créée. Sincèrement, je dois vous dire que il y a ce que je pourrais appeler cette main d'association du ministère de la Santé, et j'en profite pour dire merci à son Excellence, Monsieur le Ministre, ainsi que surtout à Madame la Vice-Ministre.
qui est beaucoup à l'écoute. Il y a déjà en fait une dynamique qui est créée au niveau de la société civile parce que déjà quand je prends la société civile elle-même, les actions étaient menées de manière éparpillée. Avec l'arrivée de la WFAD, nous sommes en train de mettre ensemble, nous sommes en train de mettre en place plutôt la plateforme qui regroupe tous les acteurs de la société civile pour que nous parlions d'une seule voix. Parce que, à côté de ça, madame, il y a aussi le problème de corruption, disons-nous la vérité. On peut bien attraper des quantités de ceci ou de cela, mais quand là où les personnes qui sont supposées sanctionner se font soudoyer, ça c'est aussi un autre problème. Donc, bref, le combat n'est pas seulement au niveau du ministère de la Santé. Quand je parle de la santé publique, il y a le ministère de l'Intérieur qui doit être impliqué parce que c'est la police, mais il y a aussi l'armée qui doit être impliquée parce que, vous savez, la drogue, ça va au-delà de la consommation, madame. La drogue peut être même à la base des conflits. Et ça, le rapport des Nations Unies qui vient d'être publié, on dit que le trafic illicite de drogue peut causer des conflits et vice-versa. Et je donne les cas. Tous ces jeunes gens qui sont malheureusement utilisés dans ces groupes qui provoquent l'insécurité, surtout à l'est du pays, ils commettent beaucoup de ces actes sous les effets des substances. Donc, si nous ne luttons pas contre ce phénomène, même dans ces milieux-là, ça va continuer. Et là, vous voyez, ça va au-delà de l'aspect consommation individuelle. Ça touche à la sécurité. Parce que quand ces jeunes gens, ou même ces adultes les consomment et qui commettent des exactions telles que les viols, les meurtres et consorts, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères, ce sont nos parents, nos amis qui sont tués. Et là, vous voyez que c'est les conséquences des drogues. Donc, ce n'est plus au niveau seulement de la consommation des individus, mais c'est aussi à la base d'une insécurité au niveau des familles, au niveau des communautés. Donc je pense qu'il y a une dynamique qui est déjà créée. Au niveau du Sénat, avec cette loi qui est déjà discutée, c'est déjà un bon début. Nous pensons pour nous, en 1 an et demi que nous sommes là, une dynamique s'est déjà créée. Et nous croyons qu'il y a cette volonté de bien faire les choses. Nous sommes en contact avec le ministère de la Santé. Et nous voyons. Et vous comptez vous arrêter au Sénat? Vous n'irez pas au contraire, à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, pour votre information, parce que comme il y avait déjà une proposition du sénateur Lilongo au niveau de l'Assemblée nationale, il y a déjà des députés avec qui nous travaillons pour qu'ensemble nous essayons de voir quelles sont d'autres lois qui pourront compléter, parce qu'on dit que celle proposée par le sénateur n'est pas, disons, complète, mais il y a déjà des sénateurs avec qui nous travaillons pour que nous essayions d'aider, nous, en tant que société civile, à aider les parlementaires à faire des propositions de loi et pourquoi pas au niveau du gouvernement à faire aussi des projets de loi dans ce sens. Monsieur Dandy, vous venez de participer au Forum mondial contre la drogue en Suède. Quels en étaient les ex et quelle a été la contribution de la RDC? Merci beaucoup. Effectivement, en tant qu'ONG internationale, nous avons ce qu'on appelle un forum international qui regroupe tous les membres de la WFAD qui viennent de partout dans le monde. Mais à ce forum-là, nous associons les chercheurs, les professeurs, donc ça dit tous ceux qui travaillent dans la lutte contre la drogue et les substances psychoactives. Et ce 8e forum s'est tenu à Göteborg. Et j'y ai participé pour le compte de la RDC et de notre bureau. En fait, c'est un forum où il y a plus des échanges et des discussions et sur plusieurs thèmes. C'est-à-dire les chercheurs, par exemple, viennent avec leur, disons, analyse de tel ou tel autre aspect de la lutte. Nous, la société civile, nous venons avec les expériences menées sur terrain, avec les différentes actions que nous menons, mais aussi les projets que nous mettons en œuvre dans différents pays pour essayer, à partir de là, de voir comment la lutte se mène dans tous ces pays où nous sommes présents. Nous avons également des partenaires qui travaillent sur terrain, mais il y a aussi l'ONUDC qui participe toujours dans le cadre de la lutte au niveau international pour sensibiliser les pays, les gouvernements et les institutions. Mais il y a également des pays qui y participent pour échanger leur expérience, pour voir un peu comment se mène la lutte et comment on peut faire ce qu'on appelle échange d'expérience. Alors, de manière globale, l'accent a été mis sur la consommation des substances dans les milieux des jeunes et des enfants. Parce qu'il se constate malheureusement un accroissement de consommation des substances psychotropes dans les milieux des jeunes et des femmes.
Des femmes aussi. Et des femmes, exactement. Et des femmes. Parce que il est vrai qu'aujourd'hui... Les professionnels des sexes ou... En tout cas, tout le monde, c'est-à-dire professionnels des sexes ou d'autres femmes qui cherchent des expériences, qui sont en quête. Surtout dans des pays où il y a des statistiques. Aujourd'hui, les chiffres le démontrent. Quand vous allez dans le sud de l'ONUDC, vous allez le voir, il y a un accroissement de consommation dans les milieux de jeunes, surtout de 15 à 35 ans, comme je le disais tout à l'heure. Et là-dedans, vous avez les femmes tout comme les hommes. C'est vrai qu'il y a plus d'hommes, mais la tendance au niveau de femmes est à la hausse. Aujourd'hui, les chiffres parlent de entre 45 et 49% de femmes dans le nombre de ceux qui consomment, du moins dans les pays où nous avons les statistiques. Et nous, au niveau de la WFAD, effectivement, l'un des sujets de débat, c'était comment travailler ensemble pour freiner cet élan. Parce que, madame, la jeunesse, c'est l'avenir. Si nos jeunes ne sont pas sensibilisés, ne sont pas éduqués aujourd'hui sur la consommation de ces substances, c'est l'avenir de nos nations qui est en danger. Et surtout la République démocratique du Congo, dont l'âge moyen est de 17 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Alors, si nous ne faisons pas des efforts maintenant, nous irons demain vers un pays où vous aurez des adultes addicts, comme on dit en anglais, c'est-à-dire dépendants de substances. Alors, imaginez-vous des adultes avec des conduites addictives qui se retrouvent, désolé de le dire, parlementaires, ministres et autorités. Si eux-mêmes déjà souffrent de ce problème d'addiction à cause de la consommation qu'ils ont commencé très tôt et très jeunes, ça poserait un problème demain. De deux, les drogues perturbent le fonctionnement du système nerveux. Plus on est jeune et qu'on en consomme, plus on est perturbé. Comment l'enfant va-t-il terminer son parcours scolaire ou son cursus demain si malheureusement il est victime de la dépendance des substances? Donc, tout cela a été des sujets de débat pour dire comment faire pour arrêter effectivement cet élan de croissance de consommation dans les milieux de jeunes et des femmes, mais sans oublier bien évidemment les hommes et les adultes. Mais est-ce qu'au niveau du pays, il n'y a pas de centre de sévrage? C'est justement ça le problème. Parce que ailleurs, vous avez des centres de traitement appropriés. Nous, pour l'instant, nous n'en avons pas. Le seul endroit où nous pouvons envoyer des personnes qui souffrent de dépression accrue, où il y en a qui font même de la schizophrénie ou de la paranoïa, jusque-là, c'est le CNPP. Le CNPP en département. Mais quand c'est dû à la consommation de la drogue, voilà, est-ce que le milieu est adapté? Voilà, c'est là où justement se pose le problème. Parce que le CNPP prend des cas, quand nous en arrivons au niveau des problèmes mentaux assez forts comme schizophrénie, paranoïa et autres, là, le CNPP peut aider. Mais maintenant, les autres cas, c'est là où se pose le problème. Il n'y a pas de centre de traitement. D'ailleurs, il n'y a pas de politique, disons-nous, il n'y a pas de politique dans le pays là-dessus. Alors, il n'y a pas de centre de traitement. Ce que nous faisons, nous, à notre niveau, au niveau de la société civile, nous mettons en place des mécanismes, c'est-à-dire avec les psychologues. Je prends le cas de la WFAD. Nous sommes en train d'encadrer des Kulona. Ils sont à presque 1000 actuellement, ici à Kinshasa. Ce que nous avons fait, c'est quoi? C'est que nous avons engagé des psychologues, qui sont des spécialistes, qui savent comment suivre ceux qui souffrent de dépression, parce que la plupart des personnes qui consomment les drogues souffrent de dépression, et ils les suivent de manière régulière. Ils les font suivre ce qu'on appelle un accompagnement mental et psychosocial sur plusieurs mois. Et cet accompagnement mental et psychosocial nous a permis de pouvoir les sevrer des drogues. Mais dans la suite, nous essayons de les autonomiser. Et je profite de l'occasion pour dire merci à la coopération suédoise qui finance ce projet qu'on appelle Jeunesse sobre. Donc, en fait, il y a des choses à mettre en place dans le pays. Donc, les centres de traitement, et ça aussi, c'était l'un des sujets de discussion à Göteborg, effectivement. Comment mettre en place des centres de traitement appropriés, comment donner l'accès, parce que il y a aussi un problème. Il se dégage un fait au niveau mondial, c'est que ces centres de traitement sont pour la plupart conçus en tenant compte ce que je dirais de la masculinité, hein, disons ça comme ça, des hommes. On oublie que effectivement, les femmes aussi, il y a des femmes, il y a des enfants. Donc ça aussi c'est un débat pour dire comment faire en sorte que ces centres, non seulement qu'il y ait accès aux soins et aux traitements, mais comment faire que ces centres de traitement aussi soient adaptés aux soins à apporter aux femmes, aux enfants, voire même, comme vous le dites, aux personnes vivant avec handicap.
aux professionnels de sexe. Ça, j'aimerais même marteler là-dessus. Vous savez, nous avons fait des découvertes, je ne sais pas comment les qualifier, mais ça crève le cœur. On a des enfants qui sont utilisés par des proxénètes ici à Kinshasa. Donc il y a des réseaux de proxénétisme. Des réseaux de proxénétisme, et ils droguent ces enfants pour qu'elles acceptent de prendre autant de partenaires dans la journée afin qu'ils leur produisent de l'argent. Et ça, c'est les choses sur lesquelles vraiment nous voulons interpeller les autorités. Ça, ce n'est plus les femmes, ce n'est plus les hommes, mais c'est des enfants. Et moi, personnellement, dans mon bureau, j'ai reçu une enfant de 14 ans qui venait de l'Est, qui a été victime de ce réseau de proxénètes et qui, heureusement, a été sortie de ce milieu grâce à un partenaire IFED. Mais des cas pareils, il y en a. Et ici, à Kinshasa, il y en a beaucoup. Des jeunes enfants. Et le gouvernement est au courant ? Mais écoutez, nous vivons à Kinshasa, les autorités sont là, la police est là. Écoutez, je vous donne un cas précis, madame, vous êtes journaliste, allez à Pakadjouma. Allez à Pakadjouma ici, à Limete. Vous allez voir ce qui s'y passe. Il n'y a pas que les adultes. Il y a des enfants qui sont utilisés par les proxénètes. Et ces proxénètes ne sont pas des proxénètes professionnels. C'est des tantes, des frères, des sœurs qui utilisent des enfants. Donc, vous voyez que le problème de la drogue devient beaucoup plus grave parce que quand ça commence à toucher des enfants, des pauvres enfants, des pauvres petites filles, celle-là que j'ai reçue, elle a 14 ans. Et par jour, on l'obligeait à sortir avec 10 hommes. Et elle le faisait sous les effets des drogues parce qu'elle ne pouvait pas naturellement avoir des relations intimes avec ces personnes-là. Mais ces gens-là l'obligeaient en lui donnant des substances. Et elle m'a dit qu'elle a laissé beaucoup d'autres qui font la même chose et qui sont victimes de ces réseaux. Le temps, encore après le temps, M. Dondi, le 26 juin, c'était la célébration de la journée mondiale contre l'abus et le trafic illicite de la drogue. Cette année, le thème a été axé sur les crises sanitaires et humanitaires. Quel message essentiel a-t-on voulu communiquer ? Ok, merci. Effectivement, au niveau international, le message qu'on a voulu faire passer, c'est que quand on parle de la lutte contre la drogue, on tient plus compte des gens qui vivent dans la société normale. Mais il s'est dégagé un fait, c'est que dans les milieux où il y a des crises, surtout des crises humanitaires, où les gens sont obligés de quitter leur milieu de vie habituel pour se retrouver dans des camps des réfugiés ou dans certains milieux où ils ne sont pas habitués, il y a eu une consommation accrue des substances psychotropes. Alors, les Nations Unies ont voulu interpeller sur cet aspect pour dire que n'oublions pas qu'il y a beaucoup de réfugiés, beaucoup de déplacés, parce qu'il y a les réfugiés et les déplacés, qui sont aussi victimes de la consommation des drogues et des troubles liés à la consommation de ces substances. Donc, le grand message, c'était voir comment est-ce que ces personnes qui vivent dans ces milieux-là peuvent aussi être prises en considération et en compte dans les politiques, disons, menées, mais aussi dans les actions mises en place pour lutter contre la consommation des substances. C'était ça, effectivement, le grand message. Et puis, pour terminer, alors, quelles sont les stratégies à mettre en place ou les actions à mener à long terme et à court terme pour mettre fin, pour lutter définitivement contre ce fléau, combattre ce fléau? Nous le disons. Nous, en tant que WFAD, nous disons qu'il faut renforcer la prévention. Madame, je pense que c'est ça le grand secret. La prévention, vous savez, on dit en anglais « prevention is better than cure ». C'est-à-dire, on le dit en français comment ? La prévention, mieux vaut la prévention que... Comment je peux dire ça en français ? Donc, c'est-à-dire, il est mieux d'investir dans la prévention, ok, plutôt que dans la riposte. Aujourd'hui, il est prouvé que $1 utilisé dans la prévention, il en faut 10 pour la riposte. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, si nous faisons plus de prévention, ça va nous éviter de dépenser beaucoup plus de mains dans la riposte. Donc, nous pensons qu'il faut renforcer la prévention, et c'est là que nous voulons vraiment dire aux autorités de la République, à tous les niveaux, que nous en tant qu'ONG internationale, avec tous nos partenaires, nous voulons vraiment travailler main dans la main. Nous n'avons pas la prétention de faire croire que nous savons tout ce qu'il y a lieu de faire. Non, au contraire, loin de là. Nous avons, disons, notre expertise que nous pouvons mettre à disposition, mais l'État, à tous les niveaux, peut mettre les moyens, mais aussi les ressources nécessaires, humaines et autres,
je prends le cas du ministère de la Santé, nous demandons que la thématique de la drogue soit incorporée dans le paquet minimum d'activités. Donc, c'est-à-dire quand il y a des activités au niveau des zones de santé, dans ce paquet minimum, qu'on y intègre la thématique de lutte contre la drogue. Ça va aider beaucoup de personnes à avoir l'information sur les risques qu'encourent les personnes qui consomment les substances. À côté de ça, nous voulons aussi militer ensemble pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre ensemble nos actions pour donner accès au traitement à toutes ces personnes qui en souffrent. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Évitons cette approche justice pénale, travaillons plutôt pour une approche santé publique pour aider ces personnes qui sont plus des patients. Et bien évidemment, faisons en sorte de mettre en place des projets. Et c'est ce que nous faisons par exemple aujourd'hui. Ça, c'est surtout à court terme. Nous mettons des projets d'encadrement de ces personnes qui en consomment. Donc, ces projets consistent à les aider, comme vous le disiez tout à l'heure, à être sevrés des drogues, mais en leur offrant aussi des perspectives. Pourquoi, madame, pour terminer, nous avons analysé la situation et une des causes principales de la situation de l'accroissement de la consommation des drogues, c'est la pauvreté. Donc, si nous répondons à la pauvreté, ça va atténuer sensiblement, disons, cette propension, cette tendance à la consommation des drogues. Parce que beaucoup y vont, pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent coincés, ne sachant que faire. Ils se réfugient dans la drogue. D'autres utilisent la drogue comme business. Or, en offrant des palliatifs, pour les sortir de cette précarité, ça peut aussi aider. Donc, en luttant contre la pauvreté, c'est aussi une manière de lutter contre l'accroissement de la consommation des drogues. Donc, voici en quelques mots. C'est vrai que c'est pas dans une émission on peut tout donner, mais il y a plusieurs idées que nous avons avec nous et nous espérons que vraiment les portes nous seront ouvertes pour échanger, discuter, voir avec les autorités quelles sont les idées que nous avons. Mais déjà, nous, au niveau de la fédération, nous avons des actions que nous menons sur terrain, surtout l'encadrement de ce qu'on appelle les koulouna et les chégués pour les sortir de ces consommations parce que nous considérons qu'ils sont victimes d'une situation et il faut plutôt les aider plutôt que de les criminaliser. Merci beaucoup, Monsieur Dondi, d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie et j'espère qu'on aura une autre occasion parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers internautes. Nous avons parlé aujourd'hui de la lutte contre la drogue en République démocratique du Congo. Il se dégage malheureusement un accroissement de la consommation de la drogue à travers le monde et en RDC. Et parmi les personnes qui sont beaucoup plus exposées, ce sont les jeunes âgés de 15 à 35 ans. Et parmi ces jeunes, on retrouve également des hommes, mais aussi des femmes. Et la pauvreté reste l'un des éléments qui favorise l'accroissement de la consommation de la drogue, que ce soit en RDC ou sous d'autres cieux. Nous avons parlé de cette thématique avec l'invité du jour, c'est Monsieur Dondi. Il est là, il est donc le directeur pays de la Fédération mondiale de la lutte contre la drogue. Avec notre invité, nous sommes revenus sur cette thématique. Voilà. Il faut dire aussi que au pays, l'appel de l'invité, c'était donc que les consommateurs de la drogue ne devraient pas être considérés comme étant des criminels, mais plutôt comme des personnes malades qui ont besoin de traitement. Et pour ce faire, les politiques doivent donc s'investir pour essayer de traiter cette problématique. Je vous dis au revoir. C'est par ici qu'on termine cette émission. Merci à l'équipe technique assurée par Grace Lema et Patrick Mongongo sous la coordination de Miguel Mena. Vos suggestions et remarques nous intéressent. Appelez-nous, écrivez-nous à nos adresses et numéros de contact habituels. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.